Bienvenue. Il est 18h. Adjo News Radio, 18h-20h, Confluence, Souleymane Gassaman. L'histoire, la cruelle histoire a donc encore frappé dans ses filets cette fois-ci Blaise Compaoré. Après 27 ans à la tête du pouvoir au Burkina Faso, sa tentative de retoucher la constitution pour se représenter lui a été fatale. Le voilà obligé de partir sous la pression de la rue, laissant le pays dans un chaos constitutionnel total. Ultime piétiné de l'histoire, c'est en octobre que l'idole de la révolution, Thomas Sankara, avait été assassiné. Et c'est en octobre aussi que son bourreau présumé est délogé par la rue. Blaise Compaoré est donc notre élu à la guillotine ce soir. La longévité des présidents d'Afrique et bien d'autres surprises, c'est tout de suite dans Confluence. Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans le 4e numéro de Confluence. Cette saison, vous êtes avec nous pour une petite heure de voyage dans l'Afrique et dans le monde. Merci d'avoir choisi Adjo News Radio. Avant de parler de Blaise Compaoré, premier halte et premier focus sur le Mali. 2 ans après, comment va le pays? Que devient la situation sécuritaire? Quel avenir pour le nord du pays? Le respect du calendrier politique est-il un gage d'espoir? Nous poserons toutes ces questions et bien d'autres à notre invité. Et lui, c'est un journaliste. Il revient d'ailleurs du Mali où il a récemment effectué plusieurs séjours. Il a couvert le conflit pour le compte de TV5 et du journal Le Monde. Ousmane Diaye nous offre un éclairage exceptionnel. Ousmane Diaye, bonsoir. Bonsoir, Elgas. Et les locaux de l'État, ils font confiance. Petit comité réduit, toujours fidèle au poste et tranchant du haut de son mètre 90. Mougar Sam, Mougar, bonsoir. Bonsoir Elgas, bonsoir à tous. Elle a moins de testostérone, mais toujours autant d'aplomb. Neyman Sall, Neyman, bonsoir. Bonsoir Elgas. Il s'appelle Balla Dieye et il n'est pas lutteur, figurez-vous. Balla Dieye, bonsoir. Bonsoir Elgas. Je précise que Balla Dieye est en correspondance depuis Montpellier. Merci d'être avec nous malgré cette contrainte. Le plaisir est pour moi. Merci chers amis. En deuxième partie de Confluence, nous examinerons la question de la croissance africaine entre espoir des chiffres et réalité de terrain. Que vaut réellement cette fameuse croissance africaine qui affole les compteurs? Pour en parler, nous aurons toute l'équipe qui sera très travailleuse sur cette question. Et une petite parenthèse aussi sera ouverte après sur les suggestions de lecture et autres respirations musicales des membres de l'équipe. Mais d'abord, qu'est-ce que les auditeurs ont pensé de la dernière émission? Malgré le dynamisme de la factrice Neyman, ma foi, pas trop de réactions, n'est-ce pas Neyman? Oui, alors nos auditeurs sont assez timides pour le moment. Malgré nos divers appels, ils ont beaucoup de mal à faire entendre leurs commentaires. On a cependant Neydebo, donc qui nous a adressé... Qui est une fidèle, je le rappelle. Oui, une fidèle auditrice de Confluence, donc qui nous a adressé toutes ses félicitations pour la nouvelle formule de l'émission. Elle a aussi appuyé les critiques de Ngouda Fatiya, il me semble, sur Madame Diallo que nous avions reçue il y a quelques semaines. Donc d'après elle, Rokhaya Diallo a un peu pataugé dans ses arguments et que nous lui avons accordé beaucoup trop de temps. Enfin, elle a bien aimé le fait qu'on s'intéresse au manque de discipline au Sénégal et qu'on rappelle ce drame qu'a été le malheureux décès de ces 9 enfants talibés dont les médias sénégalais ne parlent plus comme par miracle et qui semblent avoir perdu toute mémoire de cet événement. Voilà. Merci Neyman, réaction très complète de Neydebo. Alors Mbougar, qu'as-tu à dire après ce témoignage qui est quand même assez élogieux sur notre programme? Eh bien, Neydebo est une fidèle auditrice, comme vous l'avez rappelé, et de ce point de vue, je pense que depuis l'année dernière, c'est l'une des rares à réagir très régulièrement, et on l'en remercie. Alors, sur son commentaire par rapport à Rokhaya Diallo, je tenais à dire quelque chose que Lynx a dit la dernière fois, c'est que le problème du racisme reste constant en France. Oui. Il faut, face à cela, une réponse constante qui peut agacer, peut-être, parfois, qui peut être répétitive, redondante, tout ce qu'on veut, mais qui est nécessaire.
Et il faut rajouter, en plus de cela, que Rokhaya Diallo n'est pas née de la dernière pluie, c'est une experte en communication et elle maîtrise extrêmement bien son discours. Nous ne l'avons pas laissé parler. Je pense qu'en réécoutant l'émission, on peut voir qu'on a essayé de l'interpeller sur des sujets qui l'a fâché un peu, mais elle s'est défendue habilement et on le reconnaît, on est bon joueur. Et puis voilà. Merci Mbougar pour cette précision. Faites comme Dendebo, le mode opératoire est le même, chers auditeurs. Donnez votre avis sur l'un de nos supports, notre site internet, confluence-adionews.com, sur Facebook, sur Twitter. Votre voix compte et nous la sollicitons. Confluence. Il y a un an, jour pour jour, quasiment, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de la maison de RFI, étaient assassinés au Mali. Un traumatisme qui a ému toute la communauté internationale et qui a reposé la question de la sécurité au Mali. Plusieurs actes terroristes sont aussi à souligner. Comment le pays se remet-il donc de son traumatisme? C'est notre focus dans cette première partie de Confluence. Alors Ousmane, vous revenez du Mali, question simple, comment va le pays? Enfin, le Mali, pour résumer en une image, le pays tangue, mais il coule jamais. Et je pense que là, il tangue fort, il tangue bas. Et tout le monde a cru, enfin, après l'intervention de Serval, enfin, le Mali a été menacé dans son existence. C'était très fort de voir un État menacé dans son existence, être en péril. Il y a eu une forme de réaction de sursaut. Oui. Et c'est sans doute cette réaction de sursaut qui nous a un peu masqué la réalité, le fond du problème. Parce que je le dis toujours, et je le répète encore une fois, le conflit malien, il ne date pas d'aujourd'hui. Je pense même qu'il date d'avant la colonisation. Et qu'il faut, et je pense qu'on n'écoute pas assez le discours de l'irrédentisme touareg. Oui. Les Ménélas n'est que la dernière expression de ce mouvement, si vous voulez. Les Ménélas est très récent, si vous voulez. Et que quand vous écoutez Lamine enfin, de Kidal, qui est un peu que moi je considère qu'il est le chef, le chef suprême, enfin il a le leadership à la fois politique et moral des Touaregs, du peuple Touareg. Et donc les Ménélas représentent une minorité, il faut toujours le dire aussi. Moi je pense que si on ne comprend pas que les Ménélas, certes c'est un mouvement de rébellion Touareg, mais c'est une minorité des Touaregs qui ont pris les armes. Okay. Mais cela ne veut pas dire que c'est une minorité de Touaregs qui est indépendantiste. Oui. Moi j'ai été à Kidal, j'ai vu la difficulté de fait de 4 ministres maliens à juste s'exprimer, à parler avec la population. C'est-à-dire les gamins, la foule, des enfants, des femmes enceintes crient non, nous ne voulons pas du Mali. Oui. Donc il y a un problème d'irrédentisme. Et alors le problème c'est qu'il y a un mur. Oui. On confond tout avec la guerre. Oui. Mais justement, on occulte souvent ce fait, cet irrédentisme dont vous avez parlé, qui est visiblement très très fort. On a parlé de guerre et puis d'indiscipline dans l'armée qui aurait conduit à ce coup d'État et après à cette porosité de l'armée après. Mais cette réalité, cette volonté de sécession, est-ce qu'elle est réelle? Enfin, elle est réelle. Elle est réelle. Mais après, là, c'est ce que je tentais de dire, c'est que ce sentiment de non-appartenance et de non-inclusion à l'État malien, il est réel. Après, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, la majorité des Touaregs veulent l'indépendance? J'en suis pas sûr. Tout dépend d'où on parle géographiquement et d'où. Parce que le Nord Mali, enfin l'Azawad, il y a un débat historique là-dessus. Je pense que sur l'Azawad, vous allez à Tombouctou, vous allez à Gao. Pour être précis, prenons l'exemple de Tombouctou. Les Touaregs sont ultra minoritaires, si vous voulez. Je pense que, je trouve que c'est une des dérives du MNLA que de dire que oui, nous voulons tout l'Azawad, etc., de réclamer une autonomie. Une autonomie dans une entité où ils sont ultra minoritaires et que justement, parce qu'ils ont pris les armes pendant très longtemps, ils ont obtenu des concessions, les autres groupes du Nord Mali ont commencé à prendre les armes. Quand vous allez à Tombouctou, il y a la milice arabe, il y a la milice Touareg, et ça c'est le fait nouveau, même au sein des Touaregs aujourd'hui, il y a des milices en fonction de l'appartenance tribale. Donc il y a une forme de tribalisation de la guerre. Mais dans cette forêt de responsabilités imbriquées les unes aux autres, quelle est la part de responsabilité du djihadisme islamiste?
Enfin, pour moi, le djihadisme, il cherche toujours un terrain favorable à son expression. Qu'est-ce qui se passe encore une fois? Je trouve que le récit historique est important, le temps est important, et que l'actualité, parfois, il faut le prendre à rebours. Quand vous prenez l'actualité à rebours, les années 90, le fils gagne en Algérie, l'armée s'oppose, guerre civile. Ok, guerre civile, 10 ans de guerre civile, au terme de laquelle l'Algérie réussit plus ou moins à repousser militairement, à réprimer militairement les groupes armés et à négocier avec les autres. Qu'est-ce qui se passe? Le fils se replie dans le Nord-Mali qui était un no man's land. Et à un moment donné, il y a eu des mariages, il y a eu des alliances avec la rébellion Touareg par le fait du trafic d'armes. Et l'exemple le plus typique de cette alliance, qui est une alliance qui a été créée par la cohabitation, par les intérêts communs, par les alliances, c'est Yad avec Ali. Yad, dans les années 90, c'était le symbole militaire du courage, enfin de la rébellion Touareg. C'était un laïc, il buvait, il fumait, il adorait les femmes. Et qu'il est rentré dans un processus d'influence idéologique quand les Algériens sont venus. Et c'est lui qui prend quand même la responsabilité de créer le premier mouvement rebelle Touareg et djihadiste en Sardine. Oui, justement. Pour revenir à la première question, cette perspective historique était très très importante. Mais comment va le Mali du nord jusqu'à Bamako, jusqu'au sud? Est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce qu'on sent une vie qui est en train d'émerger à nouveau, une vie normale? Quand vous êtes à Bamako, la vie se reconstruit. Enfin, on n'a jamais autant fait la fête, on n'a jamais autant bu. Oui, je pense que quand vous êtes à Bamako, vous avez l'illusion... enfin, c'est comme si le pays n'était pas en guerre à Bamako. Quand vous vivez à Bamako, quand vous vivez à Mopti, je pense, quand vous vivez à Sikasso, vous pouvez ne pas sentir la guerre. Vous montez, Mopti. Et je pense que quand vous sortez, et que au-dessus de Sévaré, oui, on sent la guerre. Parce qu'on voit les impacts de balles, on voit les blessures, on est obligé de détourner les routes, enfin de prendre le jeu de piste parce qu'il y a des routes minées. Et alors ce qu'il faut dire aussi, physiquement, géographiquement, le Mali il y a une forme de césure physique très violente. Oui. Parce que pour le Mali normal, le lycéen de Tombouctou, moi il y a des moments où je voulais aller à Tombouctou, par exemple, il faut 3 jours de route. Et 3 jours de route, et la route s'arrête à Sévaré, en plein milieu du Mali. C'est-à-dire le reste, l'autre moitié de la route, c'est pas une route, c'est une piste. Et depuis 1960, le Mali a été incapable de relier sa plus grande ville, qui est son symbole historique. Le Mali se vante de Tombouctou, les Lumières, etc., à la capitale. Quand vous êtes au nord, pour te répondre à la question, il y a un sentiment d'abandon qui est devenu plus fort avec la libération. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? L'État malien, il faut le rappeler quand même, avant l'intervention militaire de Serval, pendant 1 an, le nord du Mali a été occupé et l'État central malien a continué de fonctionner. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pendant une année, il y a eu des comités de crise. Il y a eu le comité de crise à Gao, comité de crise à Tombouctou, la chefferie Touareg à géré Kidal, et c'était de l'autogestion. Et donc ils ont été abandonnés. Et par exemple, les rares fonctionnaires courageux, les rares enseignants qui avaient décidé de dire « nous on reste, on est chez nous, on essaye de faire fonctionner les écoles, malgré la menace islamiste, on essaye d'infiltrer les élèves, les étudiants qui devaient faire cette année-là le bac, le certificat, on essaye de les infiltrer par l'écart pour aller dans la zone non occupée, pour passer l'examen. Tout ça, ça a été fait par les populations qui sont restées. Mais qu'est-ce qui se passe? La libération arrive, l'armée française arrive, Serval, l'armée française est à la pointe, l'armée française libère les villes et laisse les Maliens tenir les positions. Moi, j'ai vu l'armée malienne revenir, et qu'est-ce qui venait? C'est-à-dire, il y avait un discours qui est de dire, vous qui êtes restés pendant l'occupation avec les djihadistes, on vous soupçonne. Donc, il y a un double sentiment d'injustice. Dans un premier temps, ils ont été sentis abandonnés, et quand l'armée est venue, on les a quasiment reproché d'être restés, donc peut-être vous avez collaboré. Ils mettent toutes leurs forces et leurs munitions pour faire face aux islamistes positionnés dans les bâtiments alentours. Ils sont aguerris. La sûreté. La mort ne lui fait rien là. La sûreté. Ils ne craignent pas la mort. La sûreté.
Une quinzaine de djihadistes cachés dans la mairie et le palais de justice de la ville affrontent l'armée malienne sans relâche. Au niveau de la justice, après l'assaut, on a trouvé 4 corps. Après quelques heures de combat, les premiers soldats maliens blessés sont évacués de la zone. Un dépôt d'essence touché par une explosion embrase le quartier. Plusieurs heures après le début des combats dans cette ville de Gao, l'armée française est arrivée sur place pour prêter main forte à l'armée malienne. Les tirs à l'arme lourde sont continus depuis ce matin. Les djihadistes ont donc réussi en quelques heures à ramener la terreur dans cette ville de Gao. Justement, vous avez parlé de l'intervention française. L'opération Barkhane a donc pris la suite de l'opération Serval. On se souvient de ces deux opérations menées par la France du reste et qui n'ont pas eu l'assentiment de tous. Est-ce qu'à posteriori, elles ont été un succès? Enfin, c'est facile de façon a posteriori de refaire l'histoire. Parce que quand même, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire les islamistes avaient décidé le vendredi d'après de prendre Bamako. Oui. Est-ce qu'ils auraient pu le faire? Ah, ils auraient pu le faire, moi j'en suis convaincu. Il n'y avait plus d'armée au Mali. Qui allait les arrêter? Qui? Mais qui? Oui. Qui? Là, attends, moi le nombre d'histoires qui me hantent, les populations locales qui te racontent comment les militaires, avant même l'arrivée des djihadistes, se songeaient, se cachaient dans les armoires. Et la population civile a dû cacher les militaires dans les armoires, dû cacher sous les lits. C'est-à-dire, même aujourd'hui, avec le retour de l'armée malienne, moi j'étais à Tombouctou, au moindre coup de feu, la population est persuadée que l'armée va foutre le camp. Ah. C'est-à-dire, il y a un traumatisme, il y a une césure entre l'armée malienne et son peuple, et surtout les populations du Nord. Les populations du Nord, le jour où l'armée française a dit « Ok, on va quitter Tombouctou, on va laisser la position aux troupes burkinabés et surtout l'armée malienne », il y a eu une grande manif. En plus, la manif, c'était pas portée par, c'est pas juste une sorte de coup d'humeur des jeunes. La manif était portée par quand même les notables, par l'ancien président du comité de crise, Dadi Amadou Mbenga. Vous vous réjouissez alors de l'opération de l'armée française sur... Ah, je m'en réjouis pas, je peux pas me réjouir. Toute intervention extérieure en Afrique nous renvoie notre propre irresponsabilité, notre propre échec. Pour moi, Serval, son nom, c'est le nom de l'échec africain. L'impossibilité, pendant 1 an, alors que le Mali était occupé, alors que les chefs d'état-major des armées de la CEDEAO sont réunis X fois, l'Union africaine a voté un plan d'intervention. Pendant 1 an, nous ne sommes pas fichus de pouvoir le faire. C'est un échec. Pour moi, on peut le lire comme l'échec politique de toute politique de l'intégration, l'incapacité à assurer la sécurité physique de nos États. On est en péril, face dans un monde qui est hanté par le djihadisme, le terrorisme. Oui, je pense que Serval me fait peur, moi. Justement. Alors, une réaction d'abord de Neyman. Alors moi, je suis quand même assez étonnée de voir que pendant 60 ans, le Mali n'est pas parvenu à construire une nation solide, en tout cas au moins qui serait défendue par son armée de façon inconditionnelle. Donc toutes les choses que j'apprends ici sont quand même assez nouvelles pour moi. Et la question que je me pose, c'est comment se fait-il que la sécession du nord du Mali soit restée ignorée pendant tout ce temps? Moi, je n'avais jamais entendu parler du fait qu'il y avait 2 Mali, celui de l'autorité centrale et celui du Nord, en fait. Pourquoi on a occulté ça alors? Enfin, moi, je pense que tout le monde évite le discours de vérité, parce que chacun a sa part de responsabilité. L'État malien a toujours voulu couvrir le malaise, les vrais problèmes de fond que posait le soulèvement Touareg à travers des accords de paix, des trucs très symboliques. Par exemple, je me rappelle en 92, quand vous voyez cette sorte de flamme de la paix, Alpha Marconari qui brûle les armes sur la place de Tombouctou avec un monument, etc. Donc, il y a eu une sorte de politisation de l'irrédentisme Touareg dans un second temps. Parce que dans un premier temps, et c'est qui étouffe, parce que pour moi, il y a 2 phases. La première phase, c'est une phase de répression. L'État malien, quand il y a eu l'indépendance, c'était tabou. Il y a une répression. Alors d'ailleurs, j'invite les historiens à travailler. Enfin, je pense que les historiens nous doivent de travailler sur cette première partie de la rébellion, enfin les 2 premières rébellions en 60, juste après l'indépendance, parce qu'il y a une répression qui est sans nom. Et qui a créé du ressentiment. Et quand vous lisez les archives de l'armée malienne,
le degré de violence de la répression. Et c'est les gens, et le principal officier qui a mené cette répression de 63-64, il est devenu une sorte de héros national au Mali, le capitaine Djiby Silas Diarra. Et Djiby Silas, il y a Bamako résonne d'histoire, ou de mythologie urbaine plus ou moins, où quand il va couper la tête du premier chef rebelle Touareg et il le rapporte au camp, si tu veux. Il y a une question de viol collectif, et moi j'ai vu, enfin il y a un témoignage qui est très excellent, qui a été sorti par le capitaine Sungalo Samake, qui était militaire à l'époque, qui s'appelle Ma vie de soldat. Je trouve que cette arme, cette répression aveugle sur à la fois ceux qui sont soulevés et ceux qui sont non soulevés, et aujourd'hui on aurait dit ces pays. Hein. Justement, il y a une question qui me brûle, on s'adresse à un public qui est sénégalais. On voit le problème casamançais, par exemple. Est-ce qu'il y a un parallèle opportun à établir entre les deux situations? Non. Pourquoi? Moi, je ne vois pas, pour moi, déjà au niveau de la géographie, au niveau de la condition, la Casamance, il ne te faut pas 4 jours, 3 jours pour y aller, je pense. Le problème de l'enclavement a été un problème central. Mais ce n'est pas à un tel niveau. Et je pense qu'aussi, la différence culturelle, le gap culturel est plus grand. C'est-à-dire, quand vous allez à Tombouctou, les Soras, majoritaires dans la ville de Tombouctou, moi, quand ils me parlent, ils disent les peaux rouges. En Casamance, tu vois, il y a pas. Je pense qu'il y a la différence ethno-raciale est très forte et elle est essentialisée. Oui. Elle est essentialisée parce qu'il y a une histoire d'esclavage, un discours chez les Touaregs de supériorité, mais aussi il y a un conflit de légitimité. Il y a une partie des Touaregs qui pensent plus appartenir à la race arabe ou berbère, qui se réclament berbère, donc en dehors de l'espace subsaharien, et le reste qui se disent non. À chaque fois, ils disent non, les Bambara, les Noirs du Sud ne nous dirigent pas. En Casamance, tu vois, on ne peut pas, il n'y a pas cette différence-là. C'est d'ailleurs l'occasion de préciser que dans Confluence, on fera un numéro sur l'irrédentisme casamancé. Alors, Mbougar, une question à Ousmane. Alors, c'est passionnant, il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je ne savais pas sur le Mali. Alors, j'aimerais quand même revenir sur la question que Souleymane t'a posée, dont je n'ai pas compris ta réponse précisément. C'est sur le rôle du djihadisme religieux. C'est du djihadisme terroriste islamiste, comme on dit, de façon un peu maladroite. Alors, est-ce que dans cette nébuleuse de sensibilité qu'il y a dans le Nord, est-ce que c'est vraiment ça, c'est-à-dire le terrorisme religieux, qui a vraiment constitué le point de ralliement et qui a finalement dirigé, en tout cas accentué cette occupation, ce siège qui a été fait au Mali? Ça, c'était ma première question. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, c'est sur sur l'échec dont tu fais part de l'opération Serval. Enfin, tu en fais l'échec de toute l'histoire, des politiques africaines. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que ça relève en tout cas, ça dit quelque chose de la faiblesse encore de nos États. Là, c'est vrai, nous sommes encore des États très jeunes. Je pense que Toukou, s'il était là, aurait sorti la même réponse. Mais sur le fait même de l'intervention, c'est-à-dire que je ne veux pas sombrer, c'est vrai, dans le pathos. Je ne veux pas sombrer dans le pathos. Mais sans cette intervention, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que tu as toi-même dit que sans cette intervention, le vendredi suivant, il y avait la ville de Bamako qui était prise. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de phare dans le fait de voir que 60 ou 50 ans après les indépendances, il y a encore des ingérences, des interventions. Mais cette intervention, est-ce qu'elle n'était pas finalement la seule chose qui pouvait donner encore de l'espoir? Sans cette intervention, je pense que, pour reprendre ton image, le bateau malien, il aurait peut-être coulé, et avec lui, toute la sous-région. Enfin, moi, je vais te faire une réponse claire, parce que j'ai été choqué par le discours très facile. Enfin, j'ai eu d'ailleurs une longue discussion avec Aminata Traoré, qui était contre l'intervention militaire française. Avec Babacar Boris. Boris. C'est-à-dire, la question, elle est très simple. Face à la barbarie, je pense que les idéologies l'emportent, si tu veux. C'est-à-dire, c'est une question de vie ou de mort. Je ne vois pas, tu vois, donc pour moi c'était très clair, si tu veux. On en était à un point où on a beau comprendre
du discours du néocolonialisme, les interventions étrangères qui sont, sans compter que la France aussi a une part de responsabilité, c'est dans ce qui se passe au Mali, par le biais de l'intervention malienne. C'est là où je suis d'accord avec Boris Aminata. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'était de dire non à l'intervention tout en sachant qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. C'est-à-dire dos au mur, celui dos au mur, je pense que la limite de leur critique de l'intervention française, elle est là. Parce qu'en dehors de l'intervention française, je ne vois pas ce qui aurait été possible. Alors la question c'est quoi? Est-ce qu'on sauve ce qui peut l'être aujourd'hui? Après on réfléchit sur les mécanismes. Moi je suis pour cette position. À partir du moment où l'État malien était anéanti, Aminata Traoré n'aurait pas le temps de faire des discours sur le néocolonialisme français au Mali. C'est pour le paradoxe de ça. La deuxième question, pour répondre aussi très clairement, moi je l'ai dit très clairement, il y a eu 4 bédos Touareg. Les 3 premières n'ont pas réussi à libérer l'Azawad, etc. La 4e a réussi, ils ont proclamé l'indépendance quand même. Pourquoi ils réussissent? Pour moi, il y a un fait nouveau, le djihadisme. Bien sûr, pour moi, le djihadisme est le déclencheur, c'est l'accélérateur de l'histoire. Et alors, il faut toujours le redire. Quand vous regardez la guerre, c'est que on s'est très vite rendu compte que ce n'est pas les MNLA qui prenaient les villes. C'est-à-dire la réalité militaire, le pouvoir militaire était aux mains des djihadistes. Alors moi, je pense que s'ils avaient lancé l'offensive en janvier avec le sceau, le drapeau djihadiste, l'intervention militaire ou les frappes seraient intervenues plus tôt. Donc ils ont pris les MNLA comme porte-drapeau, ils ont mis en avant les MNLA laïcs, etc. Alors que le vrai projet, il était djihadiste et que les MNLA n'étaient que sorte de portefeuille comme ça. Et alors, il faut voir, à chaque fois que les MNLA disaient conquérir une ville, les djihadistes arrivaient et les foutaient dehors, si vous voulez. Et qu'à un moment donné, et c'est là aussi où la responsabilité du mouvement Identité du Touareg était très grave. Ils ont vendu un peuple qui prétendait libérer à une autre forme de domination, la domination djihadiste. Sur le terreau fertile de la volonté de sécession, donc, ont émergé ce qu'ont semé finalement les djihadistes, et l'intervention française a arrêté tout cela. Moi, j'ai envie de poser une question sur l'économie du Mali. Comment elle se porte aujourd'hui? Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant que j'ai découvert pendant l'année que j'ai passée à suivre. Enfin, l'année de la crise, quand il y a eu le coup d'État, enfin janvier, Amadou Toumani Touré qui fuit, etc. Donc l'année 2013. Donc plus d'aide, le Mali n'avait plus d'apport extérieur. En fait, tout le monde avait pronostiqué que l'État malien n'aurait plus les moyens de vivre, ça va être l'asphyxie. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'État a réussi à payer des salaires, et à temps. Accessoirement. Oui, mais la paix, et on s'est rendu compte, comme l'État avait besoin de mobiliser les fonds, par exemple, l'État malien n'a jamais été aussi bon, aussi transparent, aussi efficace pour percevoir les impôts, surtout sur la question de l'or. L'État malien n'a jamais, durant cette année-là, n'a jamais eu autant de profits, autant de bénéfices sur l'or. Et donc économiquement, je pense que le Mali ne s'est pas effondré, ils ont évité l'effondrement. Et ça, c'est un quasi-miracle. En effet. Alors, Baladjei, tu as envie d'interpeller Ousmane Diaye? Oui, très rapidement. D'abord, saluer ton analyse de la situation. Parce qu'il me semble que la dimension interne conflit malien a beaucoup été ignorée compte tenu de la mise en avant de la progression des terroristes. Donc, il a bien fait de rappeler, juste pour revenir sur le parallèle, la question d'Elgas par rapport au parallèle qui pourrait être fait avec le conflit casamancé, je pense que le seul parallèle qu'on puisse faire, c'est qu'il s'agit de conflits internes dont la plupart des gens à l'extérieur ignorent la teneur ou en tout cas le fondement et qui n'éclatent qu'une fois que ce genre de situation se présente. C'est pour répondre un peu au questionnement d'Elgas sur le sujet. Et l'autre élément que j'aimerais souligner, et j'aimerais poser une question à Ousmane dans ce sens, c'est la solidité de nos États comme Bougar a brossé très rapidement, parce que la question c'est de savoir est-ce qu'un autre État de la sous-région aurait pu résister tout seul à ce genre d'attaque. Et je vais te laisser répondre juste avec une autre question, à savoir quel est le rôle de l'Algérie dans cette histoire. Parce qu'il s'est dit par moment que l'Algérie joue un double jeu
et que sa frontière est par moments poreuse, notamment pour les djihadistes. Enfin, moi, je trouve que l'Algérie a trop bon dos, parce que l'Algérie, dans cette histoire, n'est pas le seul pays à jouer double jeu. La France défend éminemment ses intérêts, si vous voulez. Oui. Et d'ailleurs, il faut toujours souligner l'ambiguïté de la diplomatie française vis-à-vis de la rébellion, enfin de la revendication irrédentistoire. Oui. Alors, c'est très intéressant parce que la France, enfin une partie des diplomates, ou une partie de... il y a une forme de lobby universitaire, intellectuel et militaire et diplomatique, on nous dit, qui a une forme de pro-sympathie Touareg et qui travaille, qui a une grille d'analyse qui repose sur le fait que l'irrédentisme Touareg, dans le fond du discours, est légitime. Et d'ailleurs, c'est qui est la source. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi la France libère. Qu'est-ce qu'il y a dans ce lobby en termes d'identité, en termes de nom, en termes de personnes? Enfin, en termes de nom, par exemple, vous prenez des experts, je ne dévoile pas un secret. Si vous voulez, il y a beaucoup d'experts qui ont pris le parti des Touaregs, qui se donnent en conférence avec les Ménélas. C'est le chapeau d'experts. Je trouve que... Qui, par exemple? Mais ça remonte à très loin. Hein. Je crois que ça remonte à l'administration coloniale. Il y a quand même eu, pendant la colonisation déjà, ces débats du statut particulier de la Ménocale, par exemple, de Kidal, enfin, de la zone de Kidal. Okay, et ça s'est poursuivi, cette vision de l'histoire, cette vision des choses. Je pense qu'il y a une partie de la diplomatie et une partie des analystes, enfin français, une partie de l'État français, on va dire, qui partage et qui dit clairement que le fond de l'identité touareg est légitime. Et c'est c'est pour ça qu'il faut comprendre Kidal. Pourquoi la France décide de libérer Kidal et de bloquer l'armée malienne. Parce que la France, et moi je l'ai senti à plusieurs reprises en discutant avec des officiers, des militaires, des diplomates à l'ambassade à Bamako, ils te disent clairement que oui, bien sûr, nous pensons que l'État central malien a raison, que le Nord est délaissé, que le Nord n'est pas assez représenté, etc. Après, bon, c'est discutable, hein, mais c'est un point de vue qui existe et qu'il faut comprendre. Alors, pour répondre à la question de l'Algérie, pour aller vite, l'Algérie a refourgué ses plébéiens, sa plaie au Mali. L'Algérie, ce qui l'intéresse, c'est que, enfin, moi je pense que prioritairement, l'Algérie se protège. Il ne faut surtout pas que ces émirs parce qu'en fait, l'essentiel des chefs djihadistes, hormis actuellement, tout le reste, c'est des Algériens. Bien qu'ils vivent au Mali, c'est des Algériens. Parlons du volet politique. Ibrahim Boubacar Keïta finalement a été élu sans problème, sans débordement majeur. Est-ce que ce respect du calendrier politique est un gage d'espoir? Mais quel respect du calendrier politique? L'élection? Le fait que l'élection se soit déroulée, nonobstant la parenthèse Sanogo qui a été chaotique. Mais après, se remettre comme ça à organiser une élection présidentielle sans débordement, c'est quand même quelque chose de louable. Enfin, sans débordement, c'est toi qui le dis. Hein. Bon, majeur. Moi, je trouve qu'il y a eu des débordements, je t'assure. Je pense que... Est-ce qu'elles sont de nature à remettre en cause l'élection? Enfin, en tout cas, pas à le remettre, mais si vous voulez, c'est une élection au forceps. Je pense, on s'est dit, et le discours qui était, je me rappelle très bien le discours, c'est de dire que le pays va tellement mal que si on organise l'élection sur la moitié du pays, c'est pas grave. Après, la question c'est, est-ce qu'on se contente de ça ou on est plus exigeant? Ils ont quand même organisé les élections, par exemple, dans les 3 régions du Nord, alors que une bonne partie, certains campements Touareg, certains, par exemple, dans la ville de Tombouctou, les Arabes n'étaient pas là quand ils ont organisé les élections. C'est-à-dire, toutes les communautés Touareg de la ville, Maure, qui détenaient quand même 50% de l'économie d'une ville comme Tombouctou, ils n'étaient pas là au moment du vote. Et alors, on a essayé, hein, moi j'étais là, j'étais à Tombouctou la veille du scrutin, enfin l'élection présidentielle, on a organisé des cars pour certains pour qu'ils viennent voter. Mais beaucoup ne sont pas venus voter par peur. Donc ils ont organisé les élections alors qu'une bonne partie des communautés concernées, qui sont au cœur du problème, n'ont pas pu s'exprimer. Ça renvoie à la question, est-ce que si l'élection s'est déroulée sur l'autre moitié du Mali, donc c'est bon? Et alors qu'on sait qu'à Kidal, il n'y a pratiquement pas eu d'élection, attention. Hein. Ça, c'est vous qui nous l'apprenez parce que sur la scène internationale... Enfin, ça a été dit. Hein. Ghislaine Dupont, alors là, j'ai eu l'occasion de rendre un hommage. Ghislaine et Claude,
enfin moi j'étais témoin, lors du premier tour, c'était les rares journalistes Qui étaient osaient aller à Kidal. Ils ont couvert le premier tour à Kidal au risque de leur vie. Et ils disaient tout le temps, oui, il y a un seul bureau de vote et que bon, le scrutin, c'était une sorte de simulacre. Moi, je me souviens surtout qu'on se félicitait du fait que ces élections aient pu se tenir quelques mois avec les événements. En tout cas, Oui, c'est le sûr, souvenir oui. que j'en ai à Et l'étranger. Après ce qui s'est passé au Mali, c'est vous qui pouvez nous le dire aujourd'hui. Oui, Mon gars, Oui, non, c'est que. je pense que la communauté internationale s'est contentée du peu. mais est-ce que le moins contexte, d'exemple. est-ce que le contexte, le terrain ne contraignait pas finalement à ça? Enfin, il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même une partie de la classe politique malienne qui demandait le report. C'est-à-dire Tibili Dramé, qui était quand même, qui n'est pas n'importe qui, parce que c'était le principal négociateur du Mali aux accords de Ouaga. Il était candidat à l'élection présidentielle, il a retiré sa candidature parce qu'il estimait que le pays ne peut pas organiser les élections et qu'il participait. Donc, et même Soumaïla Cissé demandait le report, si vous voulez. Je pense qu'il y avait un bord politique, l'agenda, le calendrier arrangeait ce bord politique qui, je ne sais pas, miraculeusement, par hasard, c'est le camp vainqueur, le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta, et que d'autres qui demandaient le report, qui n'ont pas eu et qui sont pliés. Après, je ne veux pas être nihiliste, c'est une bonne chose que les militaires aient rendu les armes. Après, il ne faut pas être non plus aveugle, on a fait une élection assez exceptionnelle, si tu veux. C'était... Après, voilà. Un dernier mot, Bouga. Oui, alors, sur cette question, on comprend bien que le fond de la question, enfin, le fond du problème est celui de la légitimité finalement d'IBK. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi les Maliens ont cette manie de mettre des acronymes à leur président. ATT, IBK, ça suffit. Bon. C'est un peu kitsch. Mais maintenant, voilà, vraiment, je m'interroge si, est-ce qu'il est vraiment légitime, finalement? Donc, je te pose la question brute comme ça. Et puis, une autre question, c'est, alors, qu'il soit légitime ou non, quelle est la perception que les Maliens aujourd'hui ont de lui? Je dis les Maliens, bon, c'est facile de dire les Maliens parce qu'il n'y a pas... Mais surtout, précisément au nord, par exemple. Quels sont les échos sur... Il est légitime. Il est légitime parce que quand même, il y a quelque chose d'exceptionnel, un fait positif qu'il faut souligner, c'est que la classe politique malienne a fait preuve de dépassement, c'est-à-dire, malgré tous les réserves de Soumaïla Cissé, qui quand même, après le premier tour, a fait une conférence de presse pour dire qu'il y a du vol, pour dire que l'élection s'est mal passée, a quand même accepté, dans un geste symbolique de dépassement politique, d'aller féliciter IBK. Et que toute l'opposition l'a fait. Donc à partir du moment où un consensus politique décide de dire que les élections se sont pour ou pro très mal passées, mais nous, ok, voilà, on reconnaît les résultats. Donc l'opposition a reconnu les résultats, donc il est légitime. Il est légitime parce qu'il y a eu, le pays était tellement traumatisé, etc., qu'il y a eu un vent de communion nationale, etc., pour le porter au pouvoir, finalement, dans un deuxième temps. Donc il est légitime. La deuxième chose, la deuxième question, c'est que oui, c'est absolument fascinant de voir le capital crédit, l'espoir qu'il a eu, comment il l'a dilapidé en 6 mois. C'est-à-dire, il est aussi bien impopulaire au nord qu'au sud. Ah bon? Justement, parlons d'une note un peu plus gaie sur le patrimoine historique malien. Est-ce qu'il en reste quelque chose après ce chaos? Écoute, alors, ça c'est très positif. Moi j'admire les populations du Nord Mali, enfin une ville comme Tombouctou. L'Union européenne, par le biais de la MINUSMA, enfin de l'UNESCO, enfin les organismes internationaux ont tenté une sorte de grand état des lieux du patrimoine qui a été détruit. Okay. Donc c'est en cours. L'UNESCO est en train de mendier de l'argent pour le reconstruire. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous allez à Tombouctou, les populations, les maçons de la ville ont commencé à les réhabiliter avec leur petit monde. C'est formidable. C'est formidable, c'est-à-dire, pendant que l'UNESCO fait des grandes réunions, enfin qu'on n'arrive pas à trouver des fonds, en fait, ils sont organisés par famille. Chaque tombeau de saint, il y a une famille historiquement qui en est la gardienne, et ces familles ont décidé de les restaurer. Et là, si je m'abuse, il y en avait à peu près une dizaine qui ont été déjà restaurés en cours de restauration. Dans le même sens, il faut vraiment saluer les populations du nord du Mali. C'est que, ça a été déjà dit, mais je le rappelle, c'est que finalement, si 90% des manuscrits, des fameux manuscrits de Tombouctou, ont été
préservée, ça a été en partie grâce à ces populations-là qui ont tenté, c'est vraiment des aventures individuelles comme ça, très singulières et très bouleversantes, qui ont entrepris de cacher les manuscrits, d'organiser leur transport. Il y a eu des conservateurs du centre de manuscrits Ahmed Baba qui a eu qui a en tout cas décrit la façon dont ils essayaient avant l'arrivée des djihadistes de transporter lentement, même pendant. Et ça j'ai trouvé ça formidable. Après, il y a une autre question sur ce patrimoine. Donc ce patrimoine, enfin pour les manuscrits en tout cas, il en reste beaucoup qui ont été sauvés. Alors il y a une autre question maintenant, c'est que justement le fait que ce patrimoine-là et les manuscrits en particulier soient souvent issus de bibliothèques familiales, ça a un double rôle. C'est que là, ça a permis de protéger souvent ces manuscrits, mais de l'autre côté, c'est que ces familles-là ont une tendance à garder les manuscrits qui doivent être traduits. Et ça, c'est un combat qui doit être fait pour qu'on sache précisément ce qu'il y a dans les manuscrits, qu'on arrête d'en parler de façon un peu symbolique. Un numéro maintenant de prédication pour terminer. Comment voyez-vous l'avenir du Mali et du Nord-Mali dans le court terme? Enfin, moi j'ai confiance, autant je suis critique sur les politiques, la classe politique, autant j'ai une grande confiance aux populations du Nord-Mali. Je pense qu'ils s'en sortiront. Partition ou pas partition alors? Non, pas partition, je pense qu'au contraire, ils vont réussir à revivre ensemble, parce que malgré tout, ils vivent ensemble. Moi j'ai un exemple qui est très intéressant, à chaque fois que j'en parle ou je le vois, c'est fascinant. Le Mali a eu un premier ministre Touareg, un seul, Ag Amani. Ag Amani, il est devenu premier ministre quand même, sa famille est une grande famille de Tombouctou notable. Et Ag Amani, dans cette histoire de la rébellion, l'armée malienne a tué toute sa famille, a décimé toute sa famille, et ce républicain quand même a continué à faire carrière dans l'administration malienne jusqu'à devenir premier ministre, si vous voulez. Terminons alors sur cette note. Donc tout est possible. D'espoir. Oui. Notre dossier sur le Mali est terminé, mais il reste ouvert pour vos questions ou vos suggestions. Merci Ousmane Diaye pour cet éclairage. Merci de nous avoir rappelé cette chronologie des faits dans le nord du Mali et dans le pays tout simplement. Subarakola yo me di caniñole subarakola yo me di caniñole subarakola yo me di caniñole nele casilile mana toma nele jarrabile la de mi nele casilile mana toma yo me di caniñole nele jarrabile la na toma nele casilile fereni nele jarrabile la na toma yo me di caniñole. Nele
Vous écoutez Confluence, vous êtes sur Radio News Radio. Les prochains rendez-vous dans votre émission, la croissance africaine décortiquée, une pause culturelle. Puis en fin d'émission, comme promis, Blaise Compaoré sur le bûcher du peuple passe devant notre tribunal des idoles à Confluence. Le continent africain affiche un taux de croissance plus qu'honorable de plus de 5% de manière continue depuis près de 10 ans. De quoi cette croissance est-elle le nom? Assistons-nous à un réel recul de la pauvreté sous l'effet de cette croissance? Première question, ce qu'il faut savoir sur la croissance africaine. Alors Bala, qu'as-tu envie de nous dire sur ça? Sur la croissance d'une manière générale, d'abord il faut rappeler que c'est une notion économique qui est clairement définie et qui a une signification réelle. Mais on constate de plus en plus que son interprétation et l'analyse qu'on en fait fait que souvent on lui fait dire tout et n'importe quoi, allant jusqu'à remettre en cause cette notion économique qui a un sens réel. Sur la croissance africaine en particulier, écoutez, on peut constater ces dernières années que d'une manière globale, c'est le continent qui a le plus grand taux de croissance économique. Et pour autant, selon les endroits où on se trouve, elle ne se traduit pas forcément dans la réalité des populations, dans la vie du quotidien. Donc c'est une des facettes qui fait effectivement que la notion de croissance économique est très souvent remise en cause. Oui, mais il y a une grande euphorie autour de cette croissance porteuse et puis qui est d'ailleurs un enjeu capital pour les grandes puissances. Est-ce qu'à ton avis, Bala, cette croissance, elle est fantasmée plus qu'autre chose? Non, elle n'est pas réellement fantasmée parce que c'est une réalité. Le continent africain connaît un essor ces dernières années parce que justement, c'est pratiquement l'un des rares viviers de croissance qui subsiste au niveau mondial. Et par conséquent, ça intéresse beaucoup de monde, beaucoup de pays, d'investisseurs. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fantasmé, c'est une réalité. Mais on peut constater cependant que voilà, il y a une surinterprétation qui en est faite et que les populations n'en voient pas toujours la couleur. Alors Ousmane, pourquoi les populations n'en voient pas la couleur? Enfin, moi je ne suis pas un spécialiste de l'économie, mais ce qui me semble fondamental à mes yeux, c'est pas la question fantasmée ou pas. C'est-à-dire, ok, à supposer, pour faire vite, que l'Afrique est le continent qui a le plus fort taux de croissance. Je crois savoir, quand on regarde qu'est-ce qui porte la croissance africaine, c'est pas l'inventivité, c'est pas la recherche, etc. C'est les matières premières d'exploitation. Il faut voir les matières premières, qui les possède, ils les mettent qui. Je prends l'exemple du Niger, Areva. Moi j'ai beaucoup suivi le dossier de la renégociation du bail Areva-France. On se rend compte que quand même 90% des profits est détenu par Areva, une société française. Ah bien, à partir du moment où tout est biaisé, c'est-à-dire même si l'Afrique fait des taux de croissance spectaculaires, je trouve que ça intéresse plus les Occidentaux ici et qui s'en félicitent d'ailleurs. C'est normal que la France, que ici les élites économiques soient très contents et en discours, oui, c'est très bien, vous avez des forts taux de croissance, etc. La vraie question, le vrai enjeu, c'est sur quoi repose cette croissance et la croissance va à qui? Et quand vous prenez l'essentiel des pays africains qui ont des très forts taux de croissance ces dernières années, l'Angola, pétrole, Mozambique, même chose, la Zambie est un scandale, le président vient de mourir d'ailleurs, la Zambie produit du cuivre de manière terrible, et il y a un documentaire qui est excellent qui a été fait là-dessus, qui s'appelle La tragédie du cuivre en Zambie. Et c'est vrai que les Zambiens n'ont jamais été aussi misérables, le pays n'a jamais connu une telle croissance. Donc après la tragédie du pétrole, la tragédie du cuivre. Voilà, c'est un paradoxe. Alors Bala, pourquoi ce paradoxe? Juste pour une précision par rapport à ce qu'a dit Ousmane, il a raison sur la croissance qui est portée par les matières premières, mais il faut surtout aussi rappeler qu'il y a un autre pendant qui porte fortement la croissance africaine, c'est la consommation. Ce qui est paradoxal, ce qui peut paraître paradoxal pour un continent que l'on dit pauvre, mais la consommation africaine porte de plus en plus la croissance dont tout le monde parle.
Je me souviens plus de ta question du coup, Elgas. Oui, pourquoi le paradoxe entre une croissance qui est détenue par une élite ou par les ressources et la difficulté de traduire ça dans l'économie réelle, dans la vie et l'assiette des gens? Pourquoi ce paradoxe? C'est pas notre argent, on peut pas le redistribuer. Déjà, voilà, il y a ce phénomène-là, c'est une croissance qui est réelle, mais dont les profits sont pour la plupart exportés. Et il y a aussi une explication économique, parce que les économistes vous diront que en fonction du niveau de vie des populations, du niveau de pauvreté, la croissance peut avoir ou pas un impact sur les populations. Oui. En Afrique, d'une manière générale, pour qu'une croissance ait un impact sur les leviers de production, sur le chômage, sur la richesse des populations, il faudrait qu'elle atteigne au moins les 2 chiffres. Oui. Donc là, on assiste à des croissances au mieux, on est à 5-6%. Ça traduit une réelle avancée du pays, une augmentation de la richesse conséquente, mais qu'on n'arrive pas à traduire dans le quotidien des populations. Je ne sais pas si je peux me permettre une remarque sur ce que tu viens de dire. Ok, 2 chiffres, on prend le Mozambique. Le Mozambique a 2 chiffres, mais c'est-à-dire l'inégalité du partage des ressources n'a jamais été aussi difficile, au point que la Renamo a repris les armes comme il y a de cela 20 ans, il y a 2 ans de cela, en disant un discours qui était très simple, nous voulons le partage des richesses. Oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a un abus dans la manière d'interpréter la croissance. Parce que justement, la croissance en tant qu'indicateur ne suffit pas à mesurer l'état d'avancée d'un pays. Effectivement, c'est l'augmentation de la richesse globale dans un pays, mais ça peut masquer des choses comme les disparités économiques, des gaps substantiels qui existent entre les différentes couches de la population. Merci Bala. Alors un mot? Oui. Mbougar? Oui, alors il y a le mot d'inégalité qui a été prononcé, donc je pense que c'est l'une des raisons principales de ce paradoxe, mais il y en a un autre, il y a une autre raison, c'est que d'abord j'ai l'impression que dans ce monde, le monde actuel, c'est pas l'Afrique en général, mais partout ailleurs, la croissance est considérée comme une fin. Alors que non, la croissance n'est pas une fin en soi, elle est un moyen, c'est-à-dire que toute croissance qui n'est pas productrice, qui n'est pas une croissance de qualité, c'est-à-dire qui crée par exemple de l'emploi, ne mérite pas d'être glorifiée. C'est-à-dire que c'est bien que la croissance soit la mesure de l'économie d'un pays, etc. peut-être, mais cette économie-là, c'est que elle ne s'arrête pas là, elle doit produire de la richesse encore, et de la richesse et surtout de l'emploi. Et ça n'arrive pas. C'est peut-être également, on peut voir là un troisième argument pour voir ce paradoxe-là, pour l'expliquer, c'est que la croissance de la majorité des pays africains n'est pas traduite parce que ce n'est pas une croissance de qualité, qualitative. Justement, mettons en balance cette réalité assez alléchante des chiffres, visiblement en trompe-l'œil, si je vous comprends bien, avec la réelle vie des populations. Est-ce qu'à l'aune de ces chiffres, Mbougar, on peut dire, oser, c'est impensable, que l'Afrique n'est plus pauvre? Alors, non, on ne peut pas le dire. Je ne pense pas. L'Afrique est toujours pauvre et je tiens à le dire de façon. Je vois Ousmane qui veut réagir. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que l'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est appauvrie. Absolument. C'est une pirouette. Bien sûr, non, mais c'est pas une pirouette. C'est-à-dire, moi, je pense que, encore une fois, quand les richesses sont exploitées, c'est-à-dire, parce qu'il y a 2 cas. Il y a les cas où la richesse n'est pas exploitée. On peut tout dire, d'accord, on me donne raison. Mais quand la richesse est exploitée et que la richesse, par un mécanisme, se retrouve à enrichir, à construire des villas, etc., ailleurs, ou à nourrir, ou à servir, à fournir l'essentiel de l'énergie, l'électricité à la population française, on ne peut pas dire qu'on est pauvre, si vous voulez. Oui, mais moi, je voudrais juste dire avant toi, Bala, après je te laisse la parole, qu'il faut qu'on sorte un peu de cette logique de passivité
bien sûr, on sera encore appauvri dans l'avenir parce que moi, j'ai eu l'occasion de suivre les discours que tiennent les dirigeants africains pour attirer les investisseurs étrangers. Mais justement, c'est ce discours de venez profiter de nos richesses, venez profiter du continent. Et cela se voit dans le traitement d'ailleurs de la croissance africaine dans les médias. Ce qu'on en dit, c'est que les entreprises, vous êtes en panne de croissance, allez en Afrique. Il y a le marché là-bas. On le voit même dans les médias avec qui je travaille au quotidien. Le Point a lancé sa rubrique Afrique. Le Monde va le faire. Canal Plus aussi. Slate, ça fait longtemps qu'ils sont sur le créneau. Donc, justement, pour mettre tout le monde d'accord, on va faire un portrait de la pauvreté. Et c'est Mbougar qui nous fait ce portrait. Alors, je n'ai aucune envie aujourd'hui de donner à voir la pauvreté en Afrique en versant dans les clichés. Je ne veux ni recourir au pathos en la noircissant, ni recourir au poétique en l'élevant. Je veux simplement, et je trouve que c'est plus essentiel, trouver un langage juste à cette pauvreté. La plus grande mesure, à mes yeux, ne se trouve ni dans les chiffres, ni dans les images de la pauvreté. Elle est à chercher dans le langage des pauvres, c'est-à-dire dans le silence. Les pauvres en Afrique ne parlent pas. Ils n'ont pas voix au chapitre. Ils n'ont pas de voix, tout simplement. Ils se taisent devant toutes les causes supposées de la pauvreté en Afrique. Les guerres, le manque d'emploi, la morosité économique, les inégalités sociales, l'irresponsabilité des dirigeants, les pillages des ressources par des puissances étrangères, l'effet paralysant de certaines traditions, les pauvres restent muets et semblent n'être occupés qu'à survivre ou à mourir. Ce mutisme, où la résignation le dispute à l'urgence de la survie et à l'incertitude absolue de sa propre vie, c'est ça la pauvreté même. Les malheurs qui n'ont point de bouche de notre temps en Afrique, ce sont eux, pour reprendre une formule d'Aimé Césaire, les malheurs qui n'ont point de bouche. Nous parlons tous à la place des pauvres. Nous parlons d'eux, nous parlons pour eux, et c'est sans doute nécessaire. Mais il y a plus nécessaire encore, c'est de parler avec eux. Écouter ce que les femmes et les enfants, qui sont les deux êtres qui souffrent le plus de la pauvreté, éprouvent. Écouter ce dont ils rêvent, s'ils ont des rêves, leur permettre même furtivement d'avoir au moins la certitude d'être là, tout entier dans l'humanité. Il ne faut pas limiter la pauvreté, surtout en Afrique, à une précarité économique. Il faut également prêter attention au fait que la pauvreté est d'abord un bouleversement intérieur, un bouleversement intime, qui porte le beau nom grave, non pas de tristesse, mais de solitude. Merci beaucoup Mbougar, merci pour ce rappel constant. Alors là, il y a une contradiction réelle entre les chiffres et la réalité quotidienne, comme on l'a démontré dans cette émission. C'est curieusement qu'en Afrique affiche ces taux de croissance les plus réjouissants, que les drames, les problèmes des minorités, les guerres font rage. Quelle est la part du mythe alors et de la réalité de cet objet sur la croissance? D'abord, tu viens de citer des phénomènes qui par moments n'ont rien de contradictoire avec la croissance. Des guerres et autres conflits peuvent à des moments profiter à la croissance. Comment parce que il y a toujours des gens qui trouvent le moyen de, comment dirais-je, le moyen de vivre de ce genre de conflit par des trafics, pour déstabiliser. Mais c'est pas une croissance qui bénéficie à tout un pays. Quand on prend le cas de la Centrafrique par exemple. Oui, de toute façon c'est le problème de la croissance en Afrique d'une manière générale. Elle bénéficie pas aux populations. C'est bien là la question. Ce que j'aimerais dire, c'est surtout par rapport à ce qu'a disait Ousmane tout à l'heure, c'est que l'Afrique n'est absolument pas pauvre. C'est l'exploitation qui est faite de ces richesses qui peut, comment dirais-je, qui peut laisser croire, qui laisse constater que... Mais justement, est-ce que c'est pas la finalité qui compte? Ce que les gens ont dans leur assiette, ce que les gens qui ne peuvent pas se soigner rencontrent, ce que les gens qui meurent à bas âge rencontrent. Donc voilà, est-ce que c'est pas finalement cette finalité qui est plus importante et qui décrit finalement une Afrique pauvre?
Bien sûr que c'est ça qui compte. En tout cas, pour le citoyen normal, c'est ça qui compte. Mais je ne suis pas pour autant d'accord pour qu'on remette en cause l'idée de croissance et surtout l'idée de toutes les métriques qui servent à la gouvernance. Parce que moi, je suis pour une gouvernance des métriques et la croissance en fait partie. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas livrer des analyses économiques partiales, c'est-à-dire parler de croissance sans pour autant voir la disparité qui existe entre les différentes couches des populations ou justement le niveau de vie des populations. Il faut prendre les métriques dans leur ensemble et pas de manière partielle. Ok, on va parler maintenant des disparités. La question des inégalités sociales est peut-être un élément, je pense, pour comprendre la situation. Les femmes occupent encore un rôle très marginal dans les conseils d'administration. Neyman, tu t'es intéressé à cette question à l'aune de la parité retoquée au Sénégal, de la maigre représentation des femmes dans les entreprises. Que faut-il en retenir alors du rapport entre les femmes et les affaires? Alors ça, c'est le problème que tu m'as posé, mais j'ai choisi d'y apporter une autre réponse. Faites donc. en m'intéressant aux femmes et aux affaires et pas aux femmes dans l'entreprise. Donc je ne vais pas rappeler ici le rôle que les femmes jouent dans la vie économique africaine, si ce n'est pour dire les chiffres suivants qui sont même assez éloquents. Donc en 2010, les femmes constituaient près de 70% de la force agricole du continent africain et produisaient environ 90% de toutes les denrées alimentaires. Considérable. Considérable, effectivement. Tout comme dans la cellule familiale, ce sont donc les femelles qui alimentent l'économie. C'est un peu trivial. Je sais, mais c'est fait exprès. Donc ce sont les femelles, pour affirmer leur sexe, qui alimentent l'économie de nos pays. Les femmes africaines n'ont donc pas attendu Sheryl Sandberg pour affirmer leur leadership. J'en veux pour exemple... C'est pas sympa pour Penda. Non, au contraire, je suis d'accord avec elle. Donc j'en veux pour exemple les Nana Benz, ces négociantes togolaises du commerce de tissus qui furent à l'origine les premières à conduire des gros cylindrées allemandes sous le soleil de Lomé. Alors que les fonctionnaires de l'administration togolaise roulaient en taco ou pire, à vélo. C'est écologique. Alors, ces commerçantes dont les affaires ont prospéré entre les années 60 et 90 ont inspiré plusieurs générations de femmes qui ont construit des réseaux de distribution transnationaux, voire même transcontinentaux. Par exemple, vous connaissez certainement une tante ou une cousine qui fait du commerce entre la Chine et Dakar, oui, par exemple. Donc, au Sénégal, on peut aussi trouver la figure de la Signare qui, quoi que l'on en pense, est aussi un exemple de leadership. Car ces femmes métisses de l'époque précoloniale ont aussi construit leur influence avec le pouvoir économique qu'elles avaient dans les comptoirs de la côte sénégalaise. Donc, au-delà de ces figures capitales au sens premier du terme, de ces success stories qui attirent notre regard en quelque sorte, on trouve des avatars contemporains comme Adama Paris qui a lancé la Fashion Week ou encore Absatoussi qui est assez... Djoumadien Diakhaté et donc Absatoussi qui est connu des milieux germano-pratins que tu fréquentes, Elgas. Je proteste, mais bon, continuez. Mais je pense en fait que notre défi actuel est de dire à toutes les femmes qui ont l'esprit d'entreprise qu'elles ont leur place dans la plus grande des plus grandes tours de nos capitales africaines. Donc notre défi actuel est de dire à toutes les femmes qu'elles ont de l'esprit d'entreprise et qu'elles ont leur place dans la plus grande des plus grandes des tours de nos capitales africaines. Elles produisent déjà beaucoup, il faut à présent qu'elles dirigent. Donc le boom économique dont on parlait à l'instant est une opportunité offerte à toutes les femmes de saisir justement ces positions et pour que celles qui suivaient autrefois dans nos champs, qui nous ont nourris quand on était enfants, soient au cœur de nos bureaux et de nos entreprises. Et pour conclure, il faudrait que les femmes ne se contentent plus des rares leaders féminins très symboliques qu'on trouve aujourd'hui dans la vie économique africaine. Joglen seni bop mogen jema liggéey bu baax baax dimbali seni jëkkër. Merci pour cette mise au point et ces injonctions. J'espère que vous serez entendus. Alors, pourquoi tu rigoles? Voilà. Alors, Ousmane, quand on entend ça et cette sous-représentation des femmes, est-ce que c'est un problème pour l'effectivité de la croissance dans la lutte contre la pauvreté? Enfin, moi je suis très méfiant avec ce discours. Oui, il faut qu'on soit représenté, etc. Elles n'ont qu'à prendre le pouvoir. Absolument.
C'est ce qu'a dit le président de Microsoft. Si vous voulez, je pense quand même que ça tourne beaucoup à la lamentation parfois, je trouve. Je pense que la situation a évolué, le rapport de force évolue, les moyens, les possibilités. Après, la vraie question, est-ce que les femmes s'en saisissent, les femmes du continent? Je ne suis pas sûr. Prenons un exemple basique. Les femmes de ménage au Sénégal qui sont dans des situations atroces, dont les contrats ne sont pas institutionnalisés. Il n'y a pas de contrat. Voilà, il n'y a pas de contrat. Donc, quand on voit ça, comment peuvent-elles prendre le pouvoir? Est-ce qu'il ne faut pas un coup de pouce politique? Ça, par exemple, ce n'est pas un problème lié à la question, à la condition genre spécifiquement. C'est-à-dire, c'est un problème, on a un État faible. Parce que quand même, c'est illégal. En France, aujourd'hui, ça s'appelle de l'esclavage. C'est-à-dire, moi, j'aime bien les procès de tous ces dignitaires africains qui font venir leurs bonnes à Paris et ne les payent pas, et que le procureur se saisisse. Ça s'est arrivé à Guillaume Soro récemment. Parfait. Moi, je pense qu'il faut que nos États... C'est entendu. Alors, là, un dernier mot sur cette croissance africaine, alors. Juste pour conclure, disons qu'il ne faut pas diaboliser la croissance, surtout la croissance africaine, parce qu'elle traduit une réelle évolution de notre continent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est-à-dire il ne faudrait pas la surinterpréter, il ne faudrait pas l'analyser indépendamment de tout ce qui se passe, et surtout il faudrait pouvoir l'appréhender, cette croissance, la prévoir, et surtout qu'il ne s'agit pas de croissance qui ne dépende pas de nous. Il faut que ça dépende de planification économique et de politique bien définie. Et à mon sens, c'est seulement dans ce contexte-là que les populations pourront en bénéficier. Parfait, merci. Alors, un tout dernier mot. Pour les politiques justement dont parlait Bala, je tiens à signaler que depuis quelques temps, il y a une nouvelle tendance qui se développe, qu'on appelle l'économie inclusive. C'est-à-dire qui se développe, et on espère que ça peut être un modèle nouveau pour l'Afrique. L'économie inclusive, je n'y comprends absolument rien, mais de ce que j'en ai retenu, c'est-à-dire c'est l'abandon d'un certain modèle économique ancien qui était soutenu par exemple dans le cas de l'Afrique, les importations et un recentrage vers des activités qui sont plus spécifiques à l'Afrique. Et par exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'exemple des bonnes, mais il y en a d'autres, par exemple, ça pourrait consister à essayer de voir comment le secteur informel dans beaucoup de pays africains peut porter une économie de façon forte. C'est ce qu'on appelle d'une certaine façon l'économie inclusive, qui vraiment inclut les spécificités de tous les pays et qui prend en compte toutes les petites singularités de nos pays. Merci pour cette précision. La croissance inclusive, d'ailleurs, est en train de devenir un champ à part entière dans le domaine des sciences économiques. La problématique de la croissance reste donc entière. Il reste un écart immense entre les données chiffrées et la réalité du terrain. Peut-être que les femmes Neyman sont les clés pour corriger ce trait. Espérons, en tout cas. Si vous avez des avis sur la question, des suggestions, nous sommes preneurs. Confluence, Adieu News est toujours dans l'ouverture. Surtout après ce que Ousmane a dit tout à l'heure. J'espère que vous allez réagir, mesdames. Mumbai sama jigéen wax naa la dégguma Jangoy sama jigéen gis naa ko dégguma Ñaatalangu noon naa la nanu lekk mbuum mani man day duma lekk mbuum te ngooñum mbur mi ne gaa yi buur a ngi la jàppooy te bañ la bay Mumbai sama jigéen gis naa ko dégguma Jangoy sama jigéen wax naa la ni dégguma Jangoy sama jigéen teguma malamba yanga lamba iralu menga chambul ma jaja degen ma changondal rela ma jarawai ma jara tagal ma jar yo ya tak ma jar hak nalay sama jigen una go teguma alarba al khamis lañu togn barma
Alar ba khame dañu tooñ mbaar ma hey góor ña jigéen ña ñu ngeen jiital di way te mbakko de parot de te ngoone par balam ngay De retour dans Confiance, la parenthèse des partages maintenant. Mbougar, vous êtes la caution littéraire de Confiance, vous aimez le football et la pipe. Ouais. Entendons-nous bien, celle avec laquelle vous vapotez les soirs d'ennui, je veux dire. Tout à fait. S'il fallait retenir qu'un mentor, qui retiendrez-vous et surtout pourquoi? Cette question est une torture et tu le sais très bien parce que j'ai beaucoup de gens que j'admire dans le milieu du football, de la littérature. Mais je pensais faire un petit propos sur Senghor précisément. Encore? Encore. Oh là là. Il faut, je ne m'en lasse pas. Moi, j'écoute religieusement. Je pense que... Non, on ne va pas trop s'étendre. Je pense que Senghor mériterait une émission. On le fera. Faut qu'on le fera. Bon, il a déjà un stade. Mais... Alors, Senghor est quelqu'un qui me touche beaucoup. Il y a évidemment le poète, l'immense poète. Il y a le philosophe. Il y a le critique d'art. Mais il y a l'homme politique. Mais en réalité, ce qui me touche de plus en plus chez Senghor, c'est que c'était quelqu'un de très vulnérable finalement. C'est que au fur et à mesure que j'avance dans mes recherches sur lui, je me rends compte que ce qui m'attire chez lui n'est pas tant finalement sa force que ses faiblesses. Parce que c'était quelqu'un quand même d'assez, je trouve, d'assez triste finalement. C'est que Moi, je dirais mélancolique. Mélancolique, voilà, d'une très grande nostalgie. Cette histoire du royaume d'enfance est plus profonde qu'on ne le croit. Et c'est quelqu'un qui a été déchiré, toujours, entre deux pôles, qui a été au cœur de polémiques terribles, qui est aujourd'hui encore beaucoup méprisé, mais qui est quelqu'un, paradoxalement, c'est-à-dire qui a toujours su réagir avec beaucoup d'intelligence et surtout avec patience. C'est un type, mais d'une patience, d'une ironie fine. J'aime beaucoup Léopold Sédar Senghor. Un jeune Sérère qui aime les livres et qui aime Senghor, c'est pas très surprenant. Étonnant. Mais peut-on dire que Senghor a été beaucoup méprisé? Non, écoutez, on va pas ouvrir le débat. Je réponds rapidement. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On fera une émission. On t'invitera Ousmane Diaye et on parlera de Senghor. Oui. Adjo News. Confluence. Tout s'est passé en l'espace de 48 heures finalement. Une descente musclée de la rue dans les institutions du pouvoir, des édifices en feu, un pouvoir cloîtré, la tentative de révision de la Constitution définitivement enterrée. Une journée après, Blaise Compaoré aura compris la gravité et l'urgence. Il jette l'éponge et il démissionne. Le chaos survit à sa démission au moment où on enregistre cette émission. 2 leaders de l'armée annoncent prendre sa succession. Alors, une première lecture de cette affaire, l'enchaînement des événements au Burkina Faso, Ousmane Diaye. Alors moi, deux choses me frappent comme ça. Première chose, c'est que le nœud du problème, enfin le point de départ de la contestation, c'est cette exigence forte du respect de la Constitution. Oui. Et in fine, au soir de la Révolution, entre guillemets, on va vers une violation de la Constitution par les militaires, encore une fois, si vous voulez. Donc je suis très gêné par ce dénouement, entre guillemets.
Deuxième chose, et je pense d'ailleurs que je suis très étonné par un mouvement des citoyens qui s'est constitué pour le respect de la Constitution, etc., tout de suite préférer la solution militaire. Comme s'il y avait d'autres, comme s'il n'y avait d'autres possibilités que les militaires. Si vous voulez. Deuxième chose, c'est que depuis 1966, et je pense que c'est l'une des maladies, l'une des plaies de la vie politique du Burkina Faso, c'est que l'armée est au cœur de la politique. Les politiques sont soumis à l'armée depuis 1966. Même Sankara était militaire d'ailleurs. Depuis 1966, ils ont tous été militaires. Tous les présidents du Burkina Faso depuis 1966 sont militaires. Et je pense que c'est un problème. Quand l'armée est au-dessus de la classe politique et que l'armée fait le jeu politique, bien sûr, et on repart encore sur la même chose parce que deux hommes qui sont tous les deux des militaires, or Blaise a démissionné en évoquant, pour qu'il n'y ait pas de débat, pour qu'il n'y ait pas de doute, il a clairement dit « je démissionne pour laisser la vacance du pouvoir ». La conséquence devait être de chercher la solution dans la constitution du Burkina Faso. Et il y avait des solutions. Oui, en effet. Est-ce que cette génération qui est née sous Blaise Compaoré et qui a eu comme idole Thomas Sankara sera aussi capable de faire entendre raison à ses militaires et de se retourner contre eux? Enfin, je pense que le précédent historique est tellement fort qu'aujourd'hui, quand un peuple se soulève et réussit à vaincre l'armée, je pense qu'ils peuvent le reproduire, si vous voulez. Il n'y aura plus... La peur s'est dissipée. Autant par le passé, quand vous regardez en 2011, il y a l'armée, il y a une mutinerie de l'armée, il y a eu des dérapages sur la population civile qui étaient terrés. Aujourd'hui, je pense que le mythe de l'armée invincible a été vaincu. Le cycle indien, c'est fini. Je pense que les militaires qui sont là, s'ils tentent d'aventure, de durer au pouvoir ou de s'accrocher, ils auront droit à la même déchéance. Mbougar, est-ce que les derniers Mohicans de la France-Afrique qui sont en train de tomber, est-ce qu'il faut se réjouir de cet état de fait? Je pense que oui. Il faut se réjouir du fait que cette nébuleuse qu'a été et encore d'une certaine façon la France-Afrique voit certaines de ces grandes figures disparaître progressivement. Ça, je m'en réjouis. Maintenant, je reviens sur le point qu'Ousmane Diaye a souligné, c'est que ce qui me frappe, c'est l'espèce de néant qu'il y a entre vraiment les populations et le pouvoir. C'est-à-dire, entre les deux, il n'y a pas de constitution. J'ai l'impression que tout se passe d'une certaine façon et se décide à la volonté individuelle, subjective. J'ai été étonné de voir qu'il n'y avait aucune instance, conseil d'État, des choses comme ça qui sont prononcées en cas de vacance du pouvoir. Vraiment on en arrive à des querelles personnelles comme ça, c'est étrange. Alors, Bala, est-ce qu'après toute révolution, le plus dur ne fait pas que commencer pour le Burkina? Bien sûr, mais juste pour rebondir sur ce que disait Mbougar, si Blaise Compaoré et tant d'autres ont réussi à se maintenir au pouvoir aussi longtemps, c'est parce qu'ils ont réussi à créer ce vide-là entre eux et la population qui n'y est rien qu'eux et rien d'autre. Moi, trois sentiments m'animent après ce qui s'est passé. D'abord un soulagement, parce qu'on commençait à désespérer des Burkinabés, et surtout, Blaise Compaoré commençait à devenir crédible dans le continent. Le monsieur était quand même médiateur dans pas mal de conflits et commençait à devenir une des voix importantes du continent, ce qui était somme toute inquiétant. L'autre sentiment, c'est la désolation de la manière dont ça s'est passé, les morts, etc. Et surtout que la population burkinabé ait attendu aussi longtemps. On se dit par moment aussi que si les dirigeants arrivent à rester aussi longtemps en place, c'est aussi la faute des populations. Oui. Parce que à un moment ou à un autre, il faut que ces situations se produisent et pour qu'il y ait débat. Donc, il aurait fallu réagir un peu plus tôt, sans vouloir porter de jugement, bien entendu. Neyman, est-ce que c'est un message lancé à la race des présidents éternels d'Afrique? Oui, je pense qu'ils sont tous en train de se poser la question du qui sera le prochain, en fait, finalement. On peut dire que la décennie 2010 aura été très difficile pour les vieux dinosaures, comme on les appelle. Si tu devais en élire un prochain, alors entre Paul Biya
Et Yaya Jammeh, par exemple, tu choisirais lequel? Je pense que ce serait Obiang de la Guinée, de la Guinée équatoriale. Voilà, bah, c'est noté. Alors, toute cette unanimité élogieuse pour Thomas Sankara, est-ce que vous la partagez? Enfin, oui, moi je trouve que, après, ce qui est très compliqué avec Sankara, c'est que le moment a été tellement court et intense qu'on se pose toujours la question que serait-il advenu du sankarisme? Enfin, le sankarisme est devenu mythe et a pris cette ampleur de concept politique après Sankara, si vous voulez. Donc, quand vous jugez sur pièce la courte période où Sankara était là, oui, c'était exemplaire. C'était exemplaire dans la gestion de l'État, il était exemplaire dans la gouvernance. Après, alors, moi je crois qu'il serait sage de rappeler que Blaise Compaoré était le numéro 2 de la Révolution et qu'ils ont pris le pouvoir. Donc Blaise est venu au pouvoir au nom de la Révolution. Et que, pire même, Blaise a renversé Sankara au nom de la rectification de la Révolution. C'était ça le discours. Et Blaise disait qu'on n'est pas assez révolutionnaire. Donc, il serait sage de le rappeler, de se méfier de cette révolution qui est en cours, parce qu'on sait que ce que peuvent engendrer les révolutions, Blaise est le produit d'une révolution. Je conseille à tous nos auditeurs de lire un livre qui les éclairera sur la Révolution. C'est L'Homme révolté d'Albert Camus, qui est un must-read, comme on dit. Tu es trop classique. Pour utiliser un anglicisme. Alors, au dernier tour de table, c'est la guillotine. Alors, est-ce qu'on guillotine Blaise Compaoré, les deux généraux ou les deux militaires qui se présentent? Qui est-ce qu'on guillotine alors? Est-ce qu'on peut guillotiner un cadavre? Pour moi, Blaise est un cadavre. Jolie formule, formidable. Mogarsa. Non, je le guillotine. Je le guillotine. Ndeyman. Je ne le guillotine pas. Ah, toujours autant de bienveillance maternelle. Est-ce que là, on guillotine? Oui, il convient de le guillotiner. C'est entendu, c'est sec. Alors, on termine donc sur ce soutien au peuple burkinabé. Merci, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers chroniqueurs. Merci à vous, Ousmane Diaye, pour cet éclairage. Merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. Merci à Adjo News, notre partenaire. On se retrouve dans 15 jours pour un numéro spécial. Confluence recevra Souleymane Bachir Diagne. Rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages et sortez couverts. Bonsoir.